Toujours la question c'est par quoi commencer. On va parler de son dernier roman, le miel et l'amertume. Tout à l'heure André Maki lui proposait de changer de titre. Vas-y. Il proposait de parler de titrer le miel de l'amertume. Ça c'est du André Makin. Cela dit, il y a quelque chose dans ce titre proposé par Makin. On va commencer simplement, c'est un roman choral, le miel et l'amertume. Il y a surtout Morad et Malika, donc un couple qu'on retrouve assez souvent. Samia, 16 ans. Ziad vers la fin. Et puis Adam et Monsef, épisodiquement, on va dire. Est-ce que tu peux le dire, le choix de ce roman choral, ou surtout, parce que tu as déjà beaucoup parlé du couple, dans Le bonheur conjugal notamment, qu'est-ce qui a fait de se dire, voilà, je prends la voix de chacun de mes personnages? Oui, bonjour. Parce que dans toute histoire, il y a plusieurs vérités. Et déjà dans Le bonheur conjugal, qui est un roman sur un désastre conjugal, et il y a la version de l'homme et la version de la femme. Et si on prend effectivement dans la vie courante, on s'amuse à faire raconter à chacun à part sa version de ce qui s'est passé, nous aurons deux romans très différents. Parce que justement on n'a pas la même perception des choses que les désastre. Et dans ce couple-là, les désastre va venir de l'extérieur, mais pas de même. Parce qu'il va y avoir une vraie tragédie, un fait divers qui est arrivé au nord du Maroc, à Tanger, dans les années 70. On avait dans cette ville un pédocriminel. À l'époque, on disait pédophile, mais c'était pas quelque chose soulevé. Les pédocriminels et les prostituées agissaient au bout de la ville. Et c'est le cas de qui avait créé un petit journal à Torchon, il publie des poèmes, et il allait dans les collèges et lycées, il draguait les jeunes filles pour leur dire je publierai des poèmes. Et effectivement, il publiait des poèmes de ces jeunes filles, et il les attirait chez lui, il avait une lettre, jusqu'au soir de Samia, qui est la fille de. Elle avait 15 ans quand il s'est passé, 16 ans quand elle va se donner la mort. Et à partir du moment où cette jeune fille très sensible, romantique, très poète aussi, vivant seule dans une grande solitude à la maison, à partir de cette tragédie, les parents vont être frappés de malheur sans savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tellement intéressés à la vie de leur fille, au point où, quand elle se donne la mort, ils se demandent pourquoi, et c'est la culpabilité. Et je prends le couple à la fin, vers la fin de sa vie. Ils sont vieux, ils sont malades, ils sont haineux, ils sont misérables, ils sont pathétiques. Et tout cela vient de la tragédie. Et ce que je veux simplement dire au grand public, c'est que lorsque dans une famille arrive un drame de ce genre, l'auteur de ce drame, le pédocriminel, il ne fait pas qu'une seule victime, il fait une multitude de victimes, c'est-à-dire tout l'entourage de la jeune fille, bien sûr la famille, les parents, les amis, les voisins, les enfants bien sûr. Tout le monde est touché et éclaboussé par le viol, par cette barbarie. Et évidemment,
à l'époque au Maroc, bon, pédophilie, tout ça, bon, personne ne déposait plainte pour ça. Il faut voir qu'en France, n'oublions pas une chose, c'est très récent que la justice et que les langues se sont déliées et que les accusations ont été portées pour certains criminels. Il n'y a même pas 20 ans. Ben, au Maroc, ben, ça commence un peu. Maintenant, il y a des associations, Touche pas à mon enfant, associations bien sûr créées et animées par des femmes courageuses qui luttent contre cette criminalité. Et puis, le couple, donc, il est dans la déchéance, dans le désastre, et chacun raconte finalement ce qu'il vit. Et c'est pour ça que chacun va raconter sa version des faits sans jamais toucher du doigt le vrai drame. C'est effectivement un couple qui s'effondre, un petit peu comme dans le film Le Chat, c'est-à-dire que chacun habite un coin de la maison sans discuter, sans dire, raconter le poids du malheur. Mais je pense que c'est un livre incroyablement courageux politiquement. Parce que la plupart du temps, la pédophilie du Maroc, on la voit comme l'étranger, l'occidental pédophile qui vient se ravitailler au Maroc. Et là, le pédophile, il est marocain. Et puis, ce que l'on voit aussi, c'est d'habitude, mais on parlera de ce merveilleux personnage après, c'est que l'émigré, on le voit toujours arrivant d'Afrique et arrivant en France, supportable ou insupportable. Et là, l'émigré, il arrive au Maroc, donc le Maroc a ses propres émigrés. Et il passe pas un bon quart d'heure, l'émigré au Maroc. Et là aussi, cette espèce de regard, c'est à la fois sur une terre qui a perdu son exotisme, c'est un Maroc qui a perdu son exotisme, et qui rejoint les angoisses profondes de l'Occident, et qui se pose exactement les mêmes problèmes que l'Occident. À mon avis, c'est aussi un livre très politique. La résurrection, ils iront mieux grâce à cet émigré noir, mauritanien, s'appelle Viade, et qui va agir un petit peu sur eux comme un ange bien bénéfique. Et va les sortir d'une espèce d'extrême marasme et de cette non-communication du couple. Et du malheur de cette petite fille qui, au nom de la poésie, a été violée. Au nom de la poésie, a été violée. C'est un livre je trouve un livre très courageusement politique. Politique parce que nous parlons de la société, nous parlons de l'homme, nous parlons du pouvoir, de la corruption, parce qu'il se trouve que le père, qui est un brave homme, travaille dans l'administration, dans un poste assez important parce qu'il y a la signature, et il va au début être un homme intègre, il va refuser les enveloppes, mais la mère, sa femme, va le pousser à plutôt être comme tout le monde et se payer un peu de confort. À être corrompu en fait. Hein? À être corrompu. Être corrompu. Et à partir du moment où cette corruption financière et morale va précipiter le drame. En fait, la corruption est concomitante avec le viol. C'est-à-dire à partir du moment où il y a le viol, il perd de sa dignité. Sa dignité, elle a déjà été violée par le fait d'accepter la corruption et sa dignité fout parce qu'il n'a pas été assez attentif, n'a pas été assez vigilant vis-à-vis de ses enfants. Et on est au Maroc. Et au Maroc, on ne dit pas les choses. Au Maroc, on cache beaucoup, on est hypocrite. C'est-à-dire que le problème le plus fréquent au Maroc, c'est pourvu que les voisins ne sachent pas ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire, on peut tout faire. Par exemple, on peut avoir beaucoup de vices pourvu qu'on ne le sache pas. L'homosexualité, qui pour moi une chose normale, est perçue par la plupart des Marocains comme un vice, mais surtout, il ne faut pas
de montrer, il ne faut pas l'exhiber dans la rue. La sexualité en dehors du mariage est interdite par la loi. Il y a l'article 489 qui interdit les relations sexuelles hors mariage. Vous imaginez le Maroc d'aujourd'hui, où tout le monde s'envoie à l'air en permanence. C'est complètement stupide et hypocrite. Mais comme nous avons un gouvernement islamiste, il maintient cet article 489 qui fait que bon, les jeunes se cachent, mais ils sont toujours sous la menace d'être arrêtés et mis en prison. Et si par exemple un couple dans la rue se promène la main dans la main, la police a le droit d'arrêter le couple. Qui est cette femme? C'est ta sœur ou ta femme ou ta fille? Ah, c'est ma fiancée. Tu as les papiers? Non, en prison. Ça, c'est toujours possible. Ils ne le font pas, mais il y a toujours cette menace. Et donc, on est dans une société d'hypocrisie, une société où on cache les choses. Et c'est dans ce contexte-là que les pédocriminels peuvent faire ce qu'ils veulent. Et en fait, personne ne les poursuit parce qu'ils nagent dans ce marécage public et ils font ce qu'ils veulent. Et Tahar, justement, j'ai le sentiment que de plus en plus tes romans mêlent une teinte intime, notamment la relation toxique au sein de ce couple, à une veine plus sociale qui explique la société, notamment la société marocaine. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu, parce que j'ai le sentiment que tu veux vraiment de plus en plus parler de ça. Paul a parlé de courage politique, c'est aussi une forme de dénonciation de la corruption à vraiment tous les étages. Moi je trouve qu'un écrivain, et c'est témoin de son époque, Balzac n'a fait que ça, il a fouillé sa société. Et Balzac lui-même disait, le roman, c'est aller fouiller, comme l'archéologue, il va chercher ce qui est caché. Moi, je dirais une image plutôt marocaine, on va voir ce qu'il y a sous le tapis, la poussière qu'il y a sous le tapis. Et sous le tapis marocain, il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de choses très moches. Et le rôle de l'écrivain, c'est de le dire. Et d'ailleurs, il y a une littérature actuellement, aussi bien écrite en arabe qu'en français. Beaucoup de femmes écrivent, et c'est pour justement soulever le tapis. Et c'est incroyable ce qu'on apprend. On ne peut pas être au Maroc, vivre au Maroc, aimer ce pays, sans pouvoir constater les dégâts des choses qui se font parce qu'il faut avoir une bonne vie, parce qu'il ne faut pas que ça sache, etc. Il y a une culture de l'hypocrisie qui fait qu'un journal, un jour, il a titré « Pourquoi les Marocains sont schizophrènes ?» C'est un peu ça. On a deux visages, deux vies, deux comportements. Vous trouvez des gens qui sont attachés à l'islam, qui ont fait quelque chose de normal. Attachés à l'islam, c'est un problème. Mais en même temps, ils veulent bien vivre à l'occidental, avoir la liberté, sortir, faire ce qu'on veut, etc. Et ça, ces deux modes sont de l'originalité, de l'authenticité marocaine, et puis de ce qu'on a pu prendre chez les autres, aussi bien l'Europe que l'Asie, d'autres pays, et bien tout ça, on le prend mais avec un peu de culpabilité. Moi je trouve que, comme par exemple, je regarde certains films indiens ou certains films japonais traditionnels, comme les films de Ozu, ben je reconnais la société marocaine. Vraiment, il y a quelque chose que toutes les sociétés se ressemblent à un certain moment. Il y a des valeurs qu'on retrouve. Et la société marocaine, elle a cette capacité de s'adapter. C'est-à-dire qu'elle est marocaine, mais en même temps, vous avez des gens qui vivent à l'occidental et sans perdre le côté vraiment marocain. Il y a un personnage magnifique, j'ai vraiment envie qu'on en parle, qui est pas un peu d'ailleurs sans doute victime de cette schizophrénie. Alors on parlera de Dia tout à l'heure, mais parmi la victime, Samia, donc 16 ans au moment où elle écrit, j'avais envie d'en parler parce que j'ai l'impression que c'est celle qui vous ressemble le plus dans notre thématique aujourd'hui, et qui est écrire ses livres. Elle dit: je sais
la poésie c'est la vie, c'est ma vie, c'est ce qui me fait vibrer. Elle convoque Éluard, Aragon, etc. Et est-ce que vous êtes senti très proche de cette jeune de 16 ans? Samia, c'est moi. Samia, c'est vous. Samia, c'est moi, évidemment. Évidemment, parce que j'ai fait un effort pour me mettre dans la peau d'une jeune fille de 15 ans, dans les années 90-2000, et voir un peu ce qu'elle pense, ce qu'elle réfléchit, comment elle réagit, tout ça. Et j'ai connu une nièce qui est malheureusement, c'est un peu son histoire, qui a été abusée et s'est suicidée. Donc je me suis un peu inspiré, avec un peu de loin quand même, je me suis inspiré de sa vie. Et cette sensibilité, on ne la retrouve pas chez les adultes. C'est-à-dire qu'elle avait une relation très forte à la poésie. Elle était bilingue en arabe et en français. Et il faut dire que la poésie arabe est une des plus belles du monde, et la langue arabe est très très belle, très riche. Et nous avons de très grands poètes. Je dis que c'est la plus belle parce que quand j'ai traduit des poètes arabes vers le français, comme Adonis ou Mahmoud Derwish, j'ai beaucoup souffert parce que la langue arabe est tellement complexe et riche que parfois un mot, je devais le traduire par une phrase. Peut-être que je suis un mauvais traducteur, mais je me suis rendu compte qu'elle est une langue qui résiste et qui est très belle. Donc on a de très grands poètes. Et aussi, Samia, elle a eu la chance d'initier à la poésie de la résistance française. Éluard, Aragon, tous ceux qui ont écrit des très belles choses. Je pense que c'est la plus belle page de la poésie française, c'était écrit pour la résistance. Éluard, Richard, bien sûr. Et c'est autre chose. Mais il y a cette. Moi j'ai été nourri avec cette poésie. J'ai été introduit dans la francophonie par la poésie, par la langue française. Et donc Samia, pour moi, c'est ce symbole de cette virginité, cette innocence et cet appétit d'aller vers les autres, vers la poésie et d'essayer d'écrire la poésie. Et elle le fait. Oui, Paul.